Et bon, là, le Crédit Mutuel, par exemple, il y a beaucoup d'argent qui vient de son activité de télésurveillance. Hein. La BNP, pareil, ils ont d'autres activités. Beaucoup de banques ont des activités qui ne sont pas dans ce qu'on appelle leur cœur de métier. Et c'est une attitude intelligente. Pour ma part, je plaide pour ça. Je trouve absurde de confiner une entreprise dans un seul secteur. C'est pas toujours possible de faire plusieurs secteurs. Mais à partir d'une certaine taille, je crois que tout le monde y gagne. Parce que l'entreprise, elle devient plus souple. Quand elle prend un choc à un endroit de son activité, bah, l'autre peut être en positif. Donc, elle ne se démembre pas et le cœur de métier peut être protégé. Sinon, ça vous donne des choses comme celles qu'on a vues. À un moment donné, l'entreprise, elle est quasiment désossée. Il ne reste plus que le cœur. Si vous êtes à un moment donné où il y a une dépression des cours et de l'activité, paf, les prédateurs viennent et peuvent l'acheter. Tandis que si elle était restée dans un écosystème plus large qu'elle contrôle, eh bien, elle aurait mieux résisté à une tension à un moment donné. J'espère que toutes ces explications ne vous saoulent pas, mais c'est pour vous dire que quand nous plaidons pour un modèle d'entreprise, quand nous plaidons pour un modèle de fonctionnement de la banque en relation avec les entreprises, ben nous savons de quoi nous parlons. Voilà. Bon, alors puisque j'en suis à évoquer ce secteur particulier où on trouve emboîté la finance, la très grande entreprise et puis les relations plus ou moins claires autour d'elle, il faut que j'évoque cette affaire des ciments à Lafarge, hein, parce que c'est pas une n'importe quelle histoire. Là, ils réapparaissent dans l'actualité parce que, comme vous le savez, Trump a l'intention de faire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Bon, déjà, il faut que vous sachiez une chose, un mur, il y en a déjà un. Hein, c'est-à-dire qu'il ne fait pas toute la longueur. Et Trump prétend construire un mur. Bon, vous réalisez, hein, maintenant, c'est devenu, la construction d'un mur, c'est devenu un argument quasi universel. Je vous rappelle les gros sons de trompette qu'il faisait, hein, et les grosses larmes qu'il versait quand il y avait le mur de Berlin, à juste titre, parce que c'était pas très sympathique. Un régime qui empêche les gens de s'en aller, c'est qu'il y a un problème pour lui. Hein. Bon, mais quand même, vous vous rappelez la chute du mur et tout ça. Bon, ben, très bien, maintenant c'est eux qui les construisent, les murs. C'est pas eux qui les font tomber, ils les construisent. Et vraiment sur la base la plus dégueulasse, qui est empêcher la libre circulation des personnes, alors qu'ils savent très bien qu'elle continuera, parce qu'ils savent qu'elle continuera. Ils savent qu'un mur, ça sert à rien. Hein. Bon, bah, vous mettez du monde pour surveiller le mur, et puis c'est tout. Puis les gens, après, ils passent par l'eau, ou ils passent par en dessous, ils passent de toutes les manières. D'ailleurs, le mur de Berlin est tombé aussi pour ça, parce que les gens continuaient à passer. Donc il faut un mur, mais c'est juste pour marquer symboliquement, un peu aussi comme il y en a un en Israël, qui est quand même la chose la plus incroyable, venant de l'État d'Israël, que de s'enfermer soi-même derrière des murs. Enfin bon, le monde est fou. Alors, Lafarge, ils viennent et ils disent, ben nous on est candidats pour construire le mur. Ah mais c'est immoral, monsieur. C'est immoral de faire ça. Autrefois, Lafarge était une boîte qui se piquait de christianisme social et tout ça, bon, à cheval un peu sur les valeurs morales, de l'argent qu'ils utilisaient. Alors maintenant c'est terminé, ils sont mis avec des Suisses, hein, qui ont racheté l'affaire, et la morale, c'est plus leur problème. Il y a un mur à construire, ils s'en foutent, ils le construisent, peu importe à quoi il va servir. Donc, avec ce genre de mentalité, vous savez, hein, avec ce genre de mentalité, ça peut finir très mal. On fait faire n'importe quoi aux gens du moment qu'on les paye. Alors, Lafarge, c'est une boîte suspecte. Pourquoi? Parce qu'ils ont avoué que oui, pour maintenir leur cimenterie en Syrie, ils ont payé Daesh. C'est pas rien quand même, ça s'appelle collaborer avec l'ennemi. Bon, ceux qui ont collaboré avec l'ennemi à la libération, en France, bon, on ne pouvait pas tous les mettre en prison, ça ferait trop de monde. Je parle dans le patronat, parce que pratiquement tous collaboraient, c'était une honte. Et il y en a qui c'était tellement énorme que quand même, il y a eu une punition contre eux. Hein. En France, pas en Allemagne, mais en France, oui. C'est le cas de Renault. Renault a été confisqué à la Libération parce que, bon, ils avaient collaboré de manière notoire et on avait enlevé le portrait de Louis Renault dans la salle du conseil d'administration de Renault. Hein. Ils l'ont remis depuis. Bon, et c'est même un directeur socialiste qui a remis le portrait de Louis Renault. Bravo, belle trouvaille. Bon, bref, si on l'a fait pour Louis Renault, on peut très bien le faire pour Lafarge. Bon, moi, si j'étais le président de ce pays, je vous garantis qu'il nous le paierait. Je ne laisserai pas passer. Je ne laisserai pas en disant, bon, c'est une grosse entreprise, ils font ce qu'ils veulent, c'est des affaires. Non, non, non. Non, Lafarge a collaboré avec l'ennemi. Donc, Lafarge devrait être puni. Et ça ne peut pas rester l'affaire du ministère public à Bercy. Parce qu'on me dit, ah, ben, comme c'est une affaire d'argent qu'ils n'auraient pas déclaré. Non, 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 non. C'est pas une affaire d'argent pas déclarée. C'est une affaire de collaboration avec l'ennemi. Et si j'étais le président de la République, je vous garantis qu'on leur ferait payer. Il y a des lois pour ça. Hein. On peut les réquisitionner si on veut. Hein.
on peut les poursuivre en justice. On peut leur infliger des amendes qui leur fassent regretter jusqu'à l'idée d'avoir eu cette idée. Hein. D'autant qu'ils ont avoué. Pourquoi ils ont avoué, à votre avis? Un scrupule moral? Mon œil? C'est tout simplement parce qu'ils savaient qu'on savait et qu'ils étaient démasqués. Et je voudrais au passage saluer l'action de Danielle Simonet, parce que ça a été la seule élue de Paris, elle est conseillère de Paris, hein, Danielle, elle a été la seule qui a réagi immédiatement quand Le Monde, le journal Le Monde, a révélé cette affaire. C'est elle qui, au conseil municipal de Paris, dit « on ne peut pas continuer à faire des affaires avec Lafarge ». Et pourquoi elle dit ça? Parce qu'à ce moment-là, Lafarge faisait partie des sponsors pour payer le sable de Paris-Plage. Hein, bien sûr, ben voyons. Alors du coup, tous les autres ont regardé la pointe de leurs chaussures, personne n'a voté son vœu, et ils se sont donc tous rendus coupables, hein, de complicité avec Lafarge, qui lui collaborait avec nos ennemis. Donc je vous raconte tout ça parce que j'espère que comme ça se saura, ça se répétera, et qu'il y a un nom qui va vous rester dans la tête, dans l'esprit, Lafarge, et vous ferez attention. Quand vous en entendrez parler, vous vous rappellerez, ah oui, c'est l'entreprise qui est d'accord pour construire le mur de Trump avec le Mexique, et c'est ceux qui ont collaboré avec Daesh, hein, parce que c'est important qu'on connaisse le nom des salauds, hein, ça sert. Bon, alors, encore un message qui concerne le changement climatique. Moi, je mets un point d'honneur à en parler le plus souvent possible, pour que vous compreniez, les gens, que le changement climatique est commencé. C'est pas un sujet idéologique, c'est un fait matériel, concret, qui met en cause la civilisation humaine. C'est commencé. Et les phénomènes climatiques extrêmes ont commencé à s'imposer dans la réalité sociale et politique de différents pays. Là, on en a deux nouvelles. La première, c'est au Kenya, où arrivent des pénuries d'eau. Et ces pénuries, d'après les scientifiques, sont directement liées au changement climatique. Donc vous commencez à avoir des pays qui vont être déstabilisés par le fait qu'il y a une pénurie d'eau. Il faut vous rendre compte que la pénurie d'eau, vous êtes tellement habitué à avoir l'eau courante que beaucoup de gens se rendent plus compte de la place vitale de l'eau, y compris en ville. Hein. C'est pas que pour les paysans, l'eau. Je vous rappelle que quand il vous manque 1% d'eau dans votre corps, vous avez soif. Quand il vous manque 10%, vous délirez, et à 12%, vous êtes mort. Hein. Donc l'être humain est dans un rapport avec le cycle de l'eau extrêmement intime et extrêmement fragile. Bon, là, cet exemple, on va voir ce que ça va donner, mais il est vraisemblable qu'on va commencer à avoir bientôt des émeutes de la soif, comme on a pu en observer dans le passé pour les émeutes de la faim. Et vous allez voir à quel point ça va déstabiliser des sociétés, parce que des gens qui ont soif et qui n'arrivent pas à trouver d'eau, hein, ils ne raisonnent plus. Hein. C'est la colère à l'état pur. Et l'autre nouvelle qui va dans le même sens, c'est ce qui s'est passé en Australie. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont vu ça, qui suivent ça avec intérêt. Que se passe-t-il? C'est la première fois que sur une aussi longue durée, on a un pic de chaleur. Déjà, des pics de chaleur, il y en a de plus en plus, mais cette fois-ci, c'est un pic qui dure. Hein. C'est un peu comme nous... en France, hein, notamment à Paris, là où on surveille un peu les choses. Avant, il y avait un pic de temps à autre. Maintenant, c'est quasiment tout le temps qu'ils sont en état de pic. Nous sommes toujours ou bien au pic de pollution, ou bien juste en dessous, ou pas loin. Ce qui veut dire que nous avons déjà changé notre mode de vie. Nous vivons continuellement en respirant de la pollution, des particules fines, et qui provoquent des milliers de morts dans le pays. Il faut aussi le savoir. Hein. Alors, ça ne se voit pas, ça ne s'attribue pas directement à cette pollution atmosphérique, mais ça existe. Alors là, on est dans le cas de l'Australie, ils ont un pic qui dure de maintenant longtemps et qui est à 36 degrés. Vous vous rendez compte, 36 degrés. Alors là-dessus, bon, 36 degrés c'est beaucoup, et pour refroidir, ils mettent la clim à fond à 26. Vous voyez, il faut faire descendre le truc de 10 points. Et vous êtes quand même à 26 à la sortie, hein, dans votre bâtiment. Mais la clim, ça marche comment? Il lui faut de l'électricité. Donc, pour faire du froid, parce qu'il fait très chaud, il faut qu'on fasse plus d'électricité. Et il se trouve qu'en Australie, l'électricité, ça se fait avec des centrales au charbon. Et évidemment que les centrales au charbon aggravent l'émission de gaz à effet de serre et renforcent la chaleur. Si bien que c'est un cycle vicieux quasi parfait qui se met en place en Australie. Et alors, on retombe sur les énergumènes, hein, c'est-à-dire les climato-sceptiques, et moi j'ai tout compris et je sais mieux que tout le monde. Et vous avez un ministre qui dit, bah, oui d'accord c'est vrai, les vieilles centrales au charbon nous posent problème, mais on va en faire des propres. Et il arrive à l'Assemblée, il a un bout de charbon à la main, et il dit, regardez, c'est du charbon, n'ayez pas peur. Il se croit malin, parce qu'il pense que c'est la vanne du siècle, hein, de montrer un bout de charbon, il dit, vous n'avez pas peur. Évidemment, tout le monde est désespéré de voir un niveau de bêtise pareil.
et un refus de la réalité aussi grossier. Parce que s'il y a un endroit où on peut mettre de l'énergie alternative, renouvelable, sans trop être encombré du nombre de gens qu'il y a autour, c'est bien l'Australie, qui pour l'essentiel est un désert. Hein. Un désert pas au sens comme le Sahara, c'est un endroit où il n'y a personne, tout simplement, parce que c'est un continent, et qu'il n'y a que quelques millions de personnes qui vivent là. Donc ils n'ont pas d'excuses, ils pourraient faire tout autrement, et ils pourraient utiliser soit la luminescence, soit le solaire, soit la mer, qui est quand même, c'est un continent, mais c'est aussi une grosse île. Hein, voilà. Non, ils ne font rien de tout ça. Ils vont faire d'autres centrales de charbon, le temps qu'elles se mettent en place, vous avez compris. Donc voilà encore un symptôme que je voulais pointer d'irresponsabilité politique et de crise, d'entrée de la civilisation humaine dans une crise. Je vais vous dire, les gens, moi je ne suis pas que optimiste, hein, j'ai l'optimisme de l'action, mais laissez faire ça et nécessairement ça va mal tourner. Parce que tout simplement, c'est pas compatible avec la vie humaine. Ces pics, ces changements climatiques extrêmes. Et voilà, si ça vous a plu, moi j'aurai encore bien des choses à dire. Hein. Hop, les petits pouces bleus pour faire monter le classement de cette vidéo. Si tout ça vous plaît, eh ben, abonnez-vous. Et si vous êtes intéressé par la cohérence de mon discours, parce que là, à chaque fois, j'en donne des petits bouts, et vous savez que ça a un rapport avec mon programme, et que vous voulez participer à la plateforme JLM 2017, ben vous êtes les bienvenus, parce qu'on est 280 000, et j'espère bien qu'on finisse la campagne présidentielle à 300 000.